Le château de ma mère de Marcel Pagnol, sur le chemin des vacances en hiver. Le matin du vendredi, mon père alla faire sa dernière surveillance à l'école, où ceux qui restaient d'élèves battaient la semelle dans la cour agrandie. Depuis quelques jours, le froid était vif. Dans le placard de la cuisine, la bouteille d'huile d'olive paraissait pleine de coton, ce qui me donna l'occasion d'expliquer à Paul qu'au pôle Nord, c'était comme ça tous les matins. Mais notre mère avait déjoué par avance l'agression subite de l'hiver. Elle nous ensacha l'un après l'autre dans plusieurs caleçons, tricots, combinaisons, blouses et blousons superposés, et sous les passe-montagnes à oreilles, nous avions l'air de chasseurs de phoques. La beauté de cet équipement me ravit, mais je découvris par la suite ses inconvénients. Il y avait tant de boutons, de crochets, de brides et d'épingles de sûreté que le grand problème, c'était de faire pipi proprement. Paul n'y réussit jamais. À la place de la petite sœur, on ne voyait qu'un petit nez rouge qui sortait d'une espèce d'édredon ambulant. Ma mère, avec une toque, un col et un manchon de fourrure, en lapin bien sûr, ressemblait aux belles patineuses canadiennes qui glissaient sur le calendrier des postes, et comme le froid lui donnait des couleurs, elle était plus jolie que jamais. À 11 heures, Joseph arriva. Il avait déjà mis, pour l'admiration de ses collègues, une veste de chasse toute neuve, plus simple que celle de l'oncle Jules, car elle avait moins de poches, mais plus belle, parce qu'elle était d'un gris bleuté qui faisait ressortir les boutons de cuivre ornés d'une tête de chien. Après un déjeuner de pure forme, chacun prépara ses paquets. Comme la fortune de la famille ne nous avait jamais permis de posséder 2 exemplaires de chaque ustensile, il n'en restait aucun à la Bastide-Neuve. Mon père avait donc entassé dans un vaste sac tyrolien le matériel indispensable. Ce fret fut arrimé sur le dos de mon père, et ce fut le départ pour la gare de l'Est. Cette gare n'était rien d'autre que le terminus souterrain d'un tramway, et son nom même était une galéjade. L'Est, en la circonstance, ce n'était pas la Chine, ni l'Asie mineure, ni même Toulon. C'était Aubagne, où s'arrêtaient modestement les rails de l'Est sous des platanes occidentaux. Aujourd'hui même, je vois encore Joseph, le menton planté en avant, les épaules tirées en arrière par les bretelles tyroliennes, et s'appuyant comme un évêque sur un balai, les poils en l'air. Annoncé par le grincement des roues dans les courbes, le tram clignotant surgit enfin de la nuit et s'arrêta juste devant nous. Un employé à casquette ouvrit le portillon et la ruée nous emporta. Ma mère, mue par 2 magnifiques commères, se trouvait assise en bonne place, sans avoir rien fait pour le mériter. Nous autres, hommes, nous restâmes debout sur la plate-forme arrière, à cause du volume de nos paquets. Mon père cala le sac contre la cloison, et dès le début du voyage, l'entonnoir et la poêle à frire, en dépit des sourds de châtaigne, sonnèrent indiscrètement une sorte d'angélus. Le tunnel, vaguement éclairé par des lumignons dans des niches, n'était composé que de courbes et de virages. Après un quart d'heure de grincement et de chaos, nous sortîmes les entrailles de la terre juste au début du boulevard Chave, à 300 mètres à peine de notre point de départ. Mon père nous expliqua que cet ouvrage singulier avait été commencé par les Debout, mais que les équipes terrassières, après une longue et sinueuse flânerie souterraine, ne s'étaient rencontrées que par hasard.
Le voyage à l'air libre fut plaisant et rapide, et je fus bien surpris quand je vis que mon père se préparait à quitter la machine. Je n'avais pas reconnu la barasse. Sous un petit soleil d'hiver, qui était pâle et tondu comme un moine, nous retrouvâmes le chemin des vacances. Il était grandement élargi. Décembre, cantonnier nocturne, avait brûlé les herbes folles et dégagé le pied des murs. À la crête de ceux-ci, les figuiers amaigris dressaient les branches de leurs squelettes et les clématites pendaient comme de noirs bouts de ficelle. Ni cigale, ni sauterelle, ni larmeuse. Pas un son, pas un mouvement. Seuls les oliviers des vacances avaient gardé toutes leurs feuilles, mais je vis bien qu'ils frissonnaient et qu'ils n'avaient pas envie de parler. Nous marchions d'un bon pas sur cette route nouvelle. Sans nous arrêter, nous goûtâmes de grand appétit, et le voyage en fut raccourci. Mais comme je commençais à distinguer là-haut le cône de la grande tête rouge, le soleil disparut tout à coup. Tout en cheminant, je pensais à mon cher Lily. Où était-il? Nous ne serions pas à la villa avant la tombée de la nuit. Peut-être allions-nous le trouver à la Bastide-Neuve, assis sur la pierre du seuil, près d'une musette pleine de grives. Ou peut-être était-il en route pour venir à ma rencontre. Je n'osais guère l'espérer, à cause de l'heure et du froid, car dans le crépuscule violet, une poussière d'eau glacée s'était mise à tomber lentement. C'est alors qu'à travers cette bruine, je vis briller la petite flamme du premier réverbère à pétrole. Au pied de la côte, il annonçait le village. Dans le rond de lumière jaune qui tremblotait sur la route mouillée, je distinguai une ombre sous un capuchon. Je courus vers lui. Il courut vers moi. Je m'arrêtai à 2 pas. Il s'arrêta lui aussi, et comme un homme, me tendit la main. Je la serrai virilement, sans dire un mot. Il était rouge de plaisir et d'émotion. Je devais l'être plus que lui. « Tu nous attendais ? » ?»« Non, dit-il. J'étais venu pour voir Durbeck. » Il me montra le portail vert. « Pourquoi faire ? » Il m'avait promis des aludes. Il y en a plein dans un saule, juste au bord de son pré. Il t'en a donné ? Non, il n'était pas chez lui. Alors j'ai un peu attendu pour voir s'il ne revenait pas. Je crois qu'il est allé au Camoin. Mais à ce moment, le portail s'ouvrit, et un petit mulet en sortit. Il traînait une carriole aux lanternes allumées, et c'était Durbeck qui tenait les rênes. Au passage, il nous cria « Salut ! Bonjour la compagnie !» Lily devint tout rouge et courut brusquement vers ma mère pour la décharger de ses paquets. Alors, je ne posais plus de questions. J'étais heureux parce que je savais qu'il m'avait menti. Oui, il était venu m'attendre dans la grisaille de la Noël, sous cette fine pluie froide dont les gouttes brillantes restaient accrochées à ses longs cils. Il était descendu des Bellons, mon petit frère des collines. Il était là depuis des heures. Il y serait resté jusqu'à l'épaisseur de la nuit, avec l'espoir de voir paraître, au tournant de la route luisante, le capuchon pointu de son ami.